à Madame Elsa Faucillon du groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, nous avons effectivement examiné déjà cette proposition de loi il y a un an sous une autre forme. Elle a ensuite été votée au Sénat. Je rappelle qu'elle vise à reconnaître aux éditeurs de presse en ligne et aux agences de presse un droit voisin afin de leur ouvrir la possibilité d'être rémunérés lorsque les contenus qu'ils produisent sont réutilisés en ligne. C'est vrai que c'est une demande de longue date de la part d'une partie des éditeurs et qui a abouti à l'échelle européenne avec le vote d'une directive en ce sens en mars 2019. J'avais déjà apprécié l'an dernier le débat que nous avions pu avoir et je considérais qu'il n'y avait d'ailleurs pas de problème à ce que nous puissions examiner et même aller jusqu'au vote de ce texte avant le vote de la directive à l'échelle européenne. Il me semble que cela ne devrait pas représenter de problème pour ce texte comme pour d'autres. L'ancienne pratique du droit d'auteur est à renouveler. Les conditions de création, de circulation, de rémunération ont été bouleversées par le numérique, pour le meilleur et parfois pour le pire. Nous nous réjouissons que la représentation nationale se saisisse de ce sujet de la vampirisation des contenus de presse en ligne par les GAFA. Facebook comme Google sont en effet devenus les principaux intermédiaires entre le public et l'information et les internautes. Je suis désolée, je ne vous demande pas de m'écouter, mais juste s'il vous plaît un tout petit peu de silence. Merci, super. Les internautes s'informent en premier lieu via les réseaux sociaux. Constitués en oligopole, les GAFAM façonnent l'idée que l'on se fait du monde. Entre 2 tiers et 3 quarts des visiteurs des sites d'information arrivent via Google et Facebook. Ces multinationales filtrent l'information et finalement décident de ce qui est visible ou non dans l'espace public numérique. Les producteurs de contenu et l'éditeur de presse sont donc relégués au second plan, derrière l'infomédiaire, et deviennent de ce fait hyper dépendants, voire parfois esclaves du moteur de recherche. Si on ne fait rien pour protéger les éditeurs en ligne et l'ensemble de la chaîne de production et de l'information, c'est le duopole Facebook-Google qui créera à terme l'opinion publique en reléguant ainsi producteurs de contenu et éditeurs de presse au second plan. Or, comme déjà exposé lors de l'examen de la première version du texte, je crois que ce texte continue d'avoir des limites et même des risques. Première limite que nous percevons, cette loi peut constituer un danger pour les droits à l'information et à la liberté d'expression, le droit au partage et au lien hypertexte. La neutralité des réseaux est un principe vital pour la liberté d'expression. Elle doit maintenant être comprise comme une exigence contre la progressive privatisation du net. L'article 1er bis a largement été évoqué par mes autres collègues, car il autorise les actes d'hyperlien sans les définir. Une telle rédaction est source d'incertitude et elle peut constituer une véritable atteinte à la liberté du net. La notion d'hyperlien doit en effet être employée avec la plus grande prudence, étant donné qu'elle est au cœur de cette liberté du net, ou potentielle en tout cas liberté du net. La seconde limite, c'est le renforcement du lien de dépendance entre les infomédiaires et les éditeurs de presse en ligne, avec comme conséquence première une altération de la qualité de l'information. C'est une limite et c'est même, à nos yeux, ce qui pourrait créer le risque principal de ce qu'on pourrait appeler comme une victoire court-termiste de la directive européenne votée précédemment. En effet, la rémunération au clic encouragera les éditeurs de presse en ligne à privilégier la quantité à la qualité et cela impactera fortement le référencement des articles de fond. Le risque est que ce phénomène déjà ancien s'amplifie. Nous savons déjà que plus un site crée en nombre du contenu, plus le moteur va le mettre en valeur. Une rédaction qui produit peu, et pas forcément moins bien, sera moins visible. Et avec l'existence de ce droit voisin, elle sera moins rémunérée. C'est une incitation, à nos yeux, à produire toujours plus, pas forcément mieux, et à abandonner l'analyse et le reportage, et à privilégier ce qu'on appelle le bâtonnage, c'est-à-dire la reprise de dépêches très légèrement réécrites. Je disais déjà en commission il y a quelques semaines
que maintenant, ça peut devenir la norme d'écrire 2000 signes en 5 minutes et qu'on estime que c'est déjà quelque part de la qualité pour toutes celles et ceux qui aiment écrire et qui aiment lire. On se demande quelle peut être cette nouvelle norme à terme. Le concept de droit voisin, d'une certaine manière, sanctuarise l'investissement au profit de la propriété intellectuelle. Il donne aux GAFAM un nouveau levier d'influence économique directe et crée une nouvelle ligne de revenus, et cette fois garantie par la loi. De plus, cela pénalisera les petits éditeurs de presse qui n'auront pas les moyens financiers et le même poids que les éditeurs les plus reconnus pour négocier une juste convention entre eux et les GAFA. Le coût de mise en œuvre de cette nouvelle licence peut être conséquent et inaccessible aux plus petits acteurs. Cela nuit de fait au pluralisme de l'information, car le pluralisme, ce n'est pas simplement des différences d'opinion ou des différences de contenu, mais aussi des différences d'échelle, de taille. Seuls les gros éditeurs pourront financer une licence. Il nous semble que la lutte contre les GAFA doit se mener sur le terrain de l'équité fiscale par rapport à nos entreprises. Les GAFAM pèsent à eux seuls en bourse près de 3 000 milliards de dollars, ce qui en fait une puissance comparable à des États. Cette équité fiscale permettrait d'envisager une meilleure aide à la presse. Nous devons également exiger une transparence plus forte sur leurs pratiques, qu'il s'agisse du fonctionnement des algorithmes et de leurs services ou de leurs pratiques en matière de respect de la concurrence. Actuellement, les algorithmes qui référencent des contenus de presse prennent en considération des problématiques d'audience qui favorisent de facto les médias sur modèle gratuit financés par la publicité. Les algorithmes doivent être conçus de manière à ne pas produire de biais qui discriminent un type de presse selon le modèle de financement qu'elle a choisi. Enfin, la troisième limite réside dans la collecte et la redistribution des revenus engendrés par ce droit voisin, et ce n'est pas la plus petite limite que nous voyons. Nous relayons d'ailleurs ici des inquiétudes soulevées par le syndicat SPIL concernant la nature du futur organisme de gestion, notamment son organisation et sa gouvernance. Et je trouve que quand on transpose une directive, mais quand on parle de droit d'auteur ou de droit voisin, pouvoir écouter les plus petits, tendre l'oreille vers eux a une importance particulière. Une représentation équitable de l'ensemble des éditeurs de presse et une transparence totale sur la collecte des droits et leur répartition est incontournable, sans quoi ce nouveau droit ne constituerait rien de plus qu'une nouvelle rente pour une minorité de médias qui bénéficient déjà de la majeure partie des aides à la presse. Les modalités de collecte doivent veiller à ne pas renforcer l'oligopole existant en matière de contenu. Cela constitue, à notre sens, un enjeu démocratique fort. De plus, l'article 3 indique que les journalistes ont droit à une part de la rémunération, qui sera négociée via un accord d'entreprise ou un accord collectif. Cette formulation nous semble trop imprécise, car elle ne présente aucune garantie quant à l'accès à une juste rémunération de leur production. L'expression « appropriée et équitable » mentionnée à l'article 3 ajoute un garde-fou, certes, mais il n'assure pas un reversement fixe et bien réparti face à la précarité des journalistes qui sont très souvent et de plus en plus payés à la pige. De plus, cette rémunération ne sera pas prise en compte dans le salaire du journaliste. De fait, les indemnités chômage et le calcul des points de retraite ne prendront pas en compte cette nouvelle ligne de revenus pour les journalistes. On sait que c'est déjà un métier très précaire, mais cela ajoute de la précarité à la précarité. Cela risque par ailleurs de remettre en cause les dispositions de la loi Hadopi, qui a déterminé un équilibre entre droits des journalistes et revendications économiques des éditeurs. Si la mesure passait, qu'en serait-il du partage de la rémunération? Cette mesure soulève une double inquiétude. D'une part, pour les auteurs, est-ce que leur rémunération baisserait proportionnellement? Et d'autre part, pour le public, est-ce que cette nouvelle rémunération ne contraindrait-elle pas à créer un coût en contrepartie de la prestation des infomédiaires? Dans un paysage médiatique profondément transformé, l'ensemble des acteurs de la presse demandent à ce qu'une grande réforme sur la presse et la communication voie le jour, et finalement qu'on ne voit pas se dessiner petit bout par petit bout de nouvelles mesures sans pouvoir voir ce que ce monde nouveau du numérique peut permettre au niveau législatif de transformer. L'information doit être conçue comme un service commun et pluraliste. Il est grand temps de réformer le système archaïque et inégalitaire des aides publiques à la presse, qui encore aujourd'hui n'inclut que très peu les aides, ou voire pas du tout les aides à la presse en ligne. Le pluralisme de l'information ne saurait être cantonné à la distinction des supports. Et face à la multiplicité des facettes de la révolution numérique, l'enjeu est donc de s'en saisir, d'y participer et non simplement de la subir. Vous aurez compris qu'il me semble que dans cette proposition
proposition de loi, il manque des garde-fous trop importants. Il n'est par exemple pas fait mention de la presse d'information générale politique, mais j'en ai cité plein d'autres et je me suis attachée à dire les limites parce que j'ai entendu finalement un large consensus. Il me semble parfois que vouloir à tout prix cette unanimité pour quelque part dire à quel point l'Europe serait merveilleuse m'a laissé entreprendre un peu de naïveté sur le texte dont j'avais à cœur de pouvoir en montrer les limites. Et ces garde-fous manquants m'invitent à ne pas voter favorablement pour ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. J'appelle maintenant